Messieurs, bonsoir. Pour cette première conférence de rentrée à l'école, et c'est pour moi une occasion de vous présenter mes meilleurs vœux, nous allons entendre ce soir un propos du duc de Morny, Agnès d'Anjou-Barros et Éric Anseau. Le sujet à soi seul est suffisamment excitant pour que je me dispense du moindre commentaire. Peut-être aurais-je des informations. Je veux dire, je ne suis pas un familier de la biographie de Morny, mais je me suis toujours demandé comment il se faisait qu'Alphonse Daudet s'était trouvé son secrétaire. Et je n'ai jamais eu l'occasion de faire la recherche, ce qui éclaire d'ailleurs d'un jour un peu particulier la personnalité de notre célèbre écrivain. L'un et l'autre sont des grands spécialistes et connaisseurs de l'histoire économique et financière. Éric Anseau va animer cette soirée en ayant accepté d'être le discutant de l'auteur. Et je laisse à l'un et à l'autre la parole. Merci beaucoup. Merci, cher Jean-Michel Lemieux. Et à mon tour, je me joins à ce qu'il nous a dit tout à l'heure pour vous souhaiter une excellente année 2014. Alors, je voudrais, en propos liminaire, si j'ose dire, évoquer très brièvement la façon dont j'ai rencontré Agnès d'Anjou-Barros et évoquer également un renouvellement historiographique important qui a eu lieu, voici quelques années, autour de la personne justement du duc de Morny. Il se trouve que nous fêtions, c'était en 2010, le 160e anniversaire de la création de la ville de Deauville, 150e anniversaire, excusez-moi. Et le maire de Deauville, Philippe Augier, Jacques Belin, qui préside aux destinées du Centre international de Deauville, ont demandé tous les deux à un professeur de Paris-Sorbonne, spécialiste en histoire économique, qui s'appelle Dominique Barjot, d'organiser un colloque international à Deauville, au CID, justement pour commémorer cette fondation de station balnéaire de Deauville. Alors Dominique Barjot a fait appel à deux de ses collègues, Nicolas Choskov, éminent spécialiste de la banque, des milieux d'affaires, qui est professeur à l'université de Mulhouse, et pour les aspects politiques, parce que Michel Lemieux a été gentil avec moi, mais je ne suis absolument pas spécialiste d'histoire économique et financière, un petit peu d'histoire politique et sociale, donc pour éclairer les aspects politiques et sociaux de la biographie donc, de Morny. 23 participants à ce colloque, des historiens, des archivistes, des conservateurs, des historiens de l'art, en particulier Barthélemy Jobert, qui n'était pas encore le président de notre université Paris-Sorbonne, qui était venu nous faire une conférence sur les peintres de Marine Normand, et plusieurs axes, et nous allons tout à l'heure, je pense, en reparler avec Agnès d'Anjou-Barros, de renouvellement, en fait, de l'historiographie de la personnalité de Morny. Morny et les réseaux d'affaires, comment est-ce qu'il a réussi à lever des fonds pour créer cette station de Deauville. Morny, c'était un petit peu connu, mais nous avons approfondi très fortement cette thématique. Morny est le champ de course, puisqu'il est, en plus d'être le créateur de la ville, le créateur des fameuses courses de Deauville. Morny et le théâtre, Morny et les arts. Morny et son implantation locale, puisque Morny, nous viendrons aussi je pense là-dessus, était l'élu du Puy-de-Dôme, et nous avons eu deux communications dans ce colloque à ce sujet. Dominique Barjot, qui était le maître d'œuvre de ce colloque, a pensé à l'une de ses étudiantes, ici présente, pour illustrer en fait le thème de la comparaison entre deux grandes figures du temps, Eugène Schneider et le comte duc de Morny. Eugène Schneider, quelques mots sur lui, grand industriel, le patron du Creusot, très intéressé également par les arts, grand collectionneur de peinture, et puis président du corps législatif, vice-président à l'époque de Morny, puis président au moment de l'Empire libéral. Donc un parallèle était possible, un parallèle qui a été esquissé à cette occasion par Agnès d'Anjou-Barros, et c'est comme cela, en fait, que je l'ai connu. Alors voici, on m'a dit de bien montrer les ouvrages à la caméra, voici celui, en fait ce sont les actes du colloque que nous avions fait paraître à la fin de cette année 2010, pour tenir les délais voulus par le maire chez Armand Colomb. J'ai déjà trop parlé dans cette première intervention, et je cède la parole à Agnès.
Donc nous allons faire un jeu de micro pour dynamiser la conférence. Nous aurons des pauses avec l'intervention de la Julie Canso. Ça, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, je l'espère. Donc, comme Canso l'a dit, c'est en partie par Eugène Schneider que je suis arrivée à Morny, puisque c'est la même époque, les mêmes centres d'intérêt, des hommes qui se sont bien connus. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de faire une conférence, de faire une biographie dans la collection Portrait de Pelin, j'ai tout de suite pensé à Morny, puisque je travaille par ailleurs depuis plusieurs années à une biographie d'Eugène Schneider, mais qui est un personnage dont la vie est plus difficile à apprendre que celle de Morny. Donc ça me permettait de travailler sur un personnage que je connaissais moins, ce qui aussi m'a libéré pour travailler sur des sources nouvelles que je n'avais pas pu exploiter pour Eugène Schneider, dont le nom est tellement répandu qu'il est difficile d'utiliser des sources numériques. Quand vous entrez Schneider sur quelque base de données que ce soit, vous avez beaucoup plus de réponses que Morny. Donc, comme par ailleurs mon métier est d'être conservateur du patrimoine spécialité archives, que j'ai eu l'occasion de m'intéresser de très près à l'archivage électronique, la rencontre entre Morny et les sources numériques s'est faite un peu naturellement. Alors, nous ferons la conférence autour de, excusez-moi, vraiment bien parler, autour de 3 axes. Je rappellerai les grandes dates de la vie de Morny, pour que là vous compreniez bien ce que nous expliquons par ailleurs. Dans un deuxième temps, il y aura un point sur les biographies antérieures, à l'exception peut-être de celle de Morny et Deauville, qui n'est pas une biographie au sens littéral du début à la fin du vie, de façon linéaire, c'est une vision plus éclatée. Et la troisième partie sur l'apport des sources accessibles en ligne dans l'écriture de la biographie de Morny que j'ai faite. Pourquoi je suis passée vite. Alors, pour les grandes dates de la vie de Morny, en généalogie très simplifiée. En 1780, l'abbé Charles-Maurice de Talleyrand entame avec Adélaïde de Flahault de la Billarderie une liaison habituelle qui durera quasiment 10 ans. De ces années, on est en 1785 Charles de Flahault. Au début du consulat, Adélaïde entre dans la cour de Joséphine, épouse comme consul la région de Bonaparte, et Flahault dans l'armée. De 1810 à 1812 environ, Flahault entretient une liaison avec la reine d'Hortense, fille de l'impératrice, donc de Joséphine de l'impératrice, et femme du roi Louis de Hollande, frère de Napoléon, dont elle est alors séparée. Hortense, tombée enceinte, ne peut donc pas faire reconnaître l'enfant qu'elle attend. Dès que ses obligations officielles le lui permettent, elle part de la cour impériale avec l'intention d'accoucher au nord de l'Italie. Très probablement, Morny naît entre le 15 et le 20 septembre à Saint-Maurice-en-Valais, en Savoie, sur le chemin de l'Italie. Mais c'est à Paris qu'il est officiellement déclaré sous le nom d'Auguste de Morny, tout collé, le 11 octobre 1811. Alors en 1815, en juin, c'est la chute définitive de l'Empire après Waterloo et l'établissement de la Seconde Restauration, événement qui contraignent Flahault et Hortense à l'exil, mais pas dans les mêmes pays, car Hortense, devenue veuve, a refusé d'épouser Flahault. Adélaïde de Flahault, mariée à M. de Souza en 1802, accueille Auguste pour l'élever. Excusez-moi, c'est vraiment, je ne sais pas, j'ai cru peut-être un peu trop. En 1817, Flahault, exilé en Angleterre, se marie avec une aristocrate anglaise qui ne lui donnera que des filles, ce qui fait qu'Auguste est son seul fils. Quand il se rend compte que sa mère Adélaïde a perdu au jeu la dotation qu'Hortense avait faite à Auguste pour son avenir, et que le jeune garçon est élevé n'importe comment, il décide de séjourner régulièrement à Paris pour se dédier son éducation. Alors, je passe à jeunesse, qui ne nous intéresse pas tellement ici, et j'arrive en 1830 à la chute du roi Charles X, qui est renversé par les journées des Trois Glorieuses, 27 au 29 juillet. Le duc d'Orléans monte sur le trône sous le nom de Louis-Philippe Ier, et comme Talleyrand a été l'un des instigateurs
était acteur non pas des journées, mais de l'arrivée de Philippe, et bien dès septembre-octobre, Auguste est admis à l'école d'état-major, par enchantement, presque. En 1833, il devient l'amant de Fanny Long, fille d'un très riche industriel belge, musulman. C'est le début d'une liaison et d'une association d'intérêt qui durera 25 ans. L'association d'intérêt durera 25 ans. Morny devient sous-lieutenant au 1er régiment de Montier à Fontainebleau. En 1834, il découvre la véritable identité de sa mère, ce qui aura une influence certaine sur la suite des événements, dans la deuxième partie de sa vie. En 1835-36, il participe à 2 campagnes militaires en Algérie et est promu lieutenant. Après l'échec de la tentative d'adoption par la intendance organisée par Fanny Long, il s'autoproclame comte. Par ailleurs, ayant constaté que l'armée ne lui apportera ni gloire ni fortune, il décide de changer de carrière et de se tourner vers la politique. J'ai oublié de mentionner que peu de temps après son entrée dans l'armée, il a scindé son nom en 2 plus loin Morny. Donc le titre de comte est devenu aussi très naturellement par la suite. Alors, à cette époque, donc je dis qu'il a décidé de se tourner vers la politique, à cette époque de monarchisme censitaire, il faut pour être éligible d'avoir 30 ans, ce qui sera le cas de Morny en 1841, et payer un certain montant de cens. C'est sur ce point qu'il lui faut agir, car tout est à faire. De toute façon, il n'a plus d'argent. La dotation de sa mère ayant été perdue au jeu. Le plus court moyen pour arriver à ce but, c'est-à-dire de devenir suffisamment riche pour payer le cens et devenir éligible, pour dans sa situation, c'est de devenir industriel. À cette fin, il achète la sucrerie de Bourdon dans le Puy-de-Dôme, entre au Jockey Club et au Cercle de Lignon pour cultiver ses réseaux mondains. Fin 1837, il démissionne de l'armée, la radiation sera effective en mai de l'année suivante. En 1842, il est élu député du Puy-de-Dôme sous l'étiquette indépendant, car sa candidature à titre de candidat officiel a été refusée. Il est jugé par le roi trop proche du tiers. Il se lance dans la culture de la garance et s'intéresse de très près au chemin de fer. En 1846, il est élu député, mais cette fois comme candidat officiel. Désireux de disposer d'un organe de presse, il prend en sous main le contrôle du journal Le Constitutionnel. En juillet 1847, sentant monter la colère générale contre l'immobilisme du gouvernement Guizot, Morny a une entrevue avec celui-ci et le roi Louis-Philippe pour les inciter à donner quelques pièges à l'opinion. Mais il ne tient pas la cause. Il réitère ses alarmes, cette fois publiquement, fin janvier 1948, dans un article de la revue de Moult, qui reprend les arguments exposés précédemment au roi. Mais cela n'empêche pas bien évidemment la chute du roi Louis-Philippe le 24 février et la proclamation de la Seconde République. Donc c'est là qu'entre en scène dans la vie politique et dans la vie Morny aussi, même s'il connaissait bien sûr l'existence, parce que c'est qu'il est depuis 1934 qu'il est le fils de l'importance, donc forcément qu'il était le frère de Napoléon Bonaparte, qui était le seul survivant des 3 fils que l'importance a eu avec Louis Bonaparte. Alors, conformément au nouveau régime, l'élection présidentielle a lieu en décembre 1848 et c'est Napoléon Bonaparte qui est élu président. Les deux hommes, les deux demi-frères, se rencontrent pour la première fois en janvier 1849. En mai, Morny est élu député à l'Assemblée législative et il est entre-temps devenu évidemment un conseiller important de son demi-frère et il joue double jeu. Tout en rassurant ses collègues députés sur le chemin de la Constitution, des lois, etc., il pousse le prince à s'emparer du pouvoir. Donc, cela pendant 2 ans et demi, il joue ce double jeu. À partir de septembre 1851, il joue un rôle actif dans l'organisation du coup d'État, dont est vraiment dans un parti très détaillé. Le coup d'État a lieu le 2 décembre 1851 et Morny est nommé ministre de l'Intérieur. Il en profite au passage pour étendre son contrôle sur la presse. Le 19 janvier 1852, il a la malheureuse idée, lors d'un toast de l'hôtel de ville de Paris, qui est la nouvelle, d'exprimer publiquement qu'il est le demi-frère vétéran du prince Louis-Napoléon. Or, ce fait n'était connu que du milieu terrestre. Alors évidemment,
le prince président, furieux, tellement furieux que Morny prend, le prétexte de la confiscation des biens d'Orléans, de la famille d'Orléans, pour démissionner le 23 janvier. Et je fais un tour de micro. C'est la première pause. Oui. Alors, là, nous venons d'évoquer le lien de parenté entre Napoléon III et le duc de Morny. À l'époque, il n'est que comte de Morny, et comme l'expliquait tout à l'heure Agnès, c'est un titre d'ailleurs qui est usurpé. Et ça me permet de revenir un petit peu sur ma propre biographie de Napoléon III, pour deux choses. Tout d'abord, pour vous expliquer pourquoi je me suis lancé dans cette biographie. Les raisons, vous allez voir, sont un petit peu différentes de celle d'Agnès, lorsqu'elle s'est intéressée à Schneider, puis à Morny, et voir également à quel moment de cette biographie j'ai moi-même abordé, en fait, Morny. Alors, pour commencer, j'aimerais préciser que le numérique dont on va vous parler tout à l'heure, l'usage du numérique en biographie, à l'époque où j'ai rédigé cette biographie, donc c'était dans les années 2006-2008, existait déjà. La base Gallica, dont on va également vous parler, était déjà opérationnelle, même si elle avait beaucoup moins de fonctionnalités qu'elle n'en a aujourd'hui. Et j'ai en fait très peu recouru, je dirais, au numérique. En historien traditionnel, je suis allé directement aux sources et à la BNF consulter la littérature grise et surtout la littérature publiée. Alors en fait, cette biographie de Napoléon III est un travail de commande, à l'approche du bicentenaire de la naissance de Napoléon III, donc 1808-2008. Talandier, l'éditeur Talandier, m'a demandé une biographie. Comme je connaissais un petit peu le Second Empire, ils se sont tournés vers moi. Et cette biographie, qui est donc sortie en 2008, a été rééditée en livre de poche il y a un an de cela. Donc il y avait un travail de 15 ans en amont, et puis pendant 2 ans, je me suis centré véritablement sur cette recherche biographique. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Ça a retardé un certain nombre d'autres de mes travaux. Et bien parce que je voulais me départir de cette image un petit peu sombre qu'on a, la légende noire, la fameuse légende noire de Napoléon III, un personnage tourné vers le passé, renvoyé aux oubliettes de l'histoire à partir de Sedan. Alors c'est vrai que Napoléon III est fascinant pour un historien, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire. Vous savez sans doute, il était lui-même historien, il a publié une petite biographie de Charlemagne, et puis surtout, bien évidemment, une vie de Jules César, alors qu'il était empereur, prenant sur son temps de chef de l'État pour faire ses recherches et rédiger cette fameuse biographie. Donc un homme qui est très ancré dans le passé, et puis une référence constante, bien évidemment, à son oncle Napoléon Ier. Un homme également du présent, un homme de son siècle. J'aime beaucoup une anecdote qui concerne Franz Liszt, le pianiste qui fréquentait sa cour. Et un jour où Napoléon III était absolument accablé, et qu'il disait à Franz Liszt j'ai un siècle, tout va mal, le poids des ans me pèse véritablement. Liszt lui a répondu, mais sire, c'est parce que vous incarnez le siècle. Et puis également quelqu'un qui est très tourné, vous le savez, vers l'avenir, et qui est d'une certaine façon un précurseur dans beaucoup de domaines. Alors je me garderai bien ici de prendre parti, et je dirais pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Donc quelqu'un qui a une vision très moderne du chef de l'État, les bains de foule, les voyages en province avant le général de Gaulle pour préparer l'élection présidentielle de 1848, et pendant sa présidence, 53 départements visités avec les moyens de transport de l'époque, il faut le faire. Chaque fois qu'une catastrophe naturelle se produit dans un endroit de France, il se porte sur les lieux pour faire sentir la présence de l'État. Le rétablissement du suffrage universel qui avait été supprimé en 1850, un suffrage universel, vous le savez, très corseté, très encadré, ne serait-ce que par la candidature officielle. En matière économique et sociale aussi, une très grande modernité, l'établissement du droit de grève en 1864, les cités ouvrières, le traité de libre-échange de libéralisation des échanges, pour être plus précis, avec la Grande-Bretagne en janvier 1860, les banques de dépôt, les banques industrielles et commerciales, les transports, etc. Et puis une très grande modernité, encore pour le meilleur et pour le pire, en politique
en politique étrangère, hein, puisque la politique des nationalités, avec l'ouverture de la boîte de Pandore des unités italiennes et surtout allemandes, mais également la création de la Croix-Rouge, l'aide apportée à Henri Dunant suite à la bataille de Solferino, mais encore la volonté de rétablir le concert des nations, un petit peu oublié depuis le traité de Vienne de 1815, mais encore la volonté de créer une organisation internationale et un tribunal de justice dont sortiront la SDN et l'ONU. Donc tout ça m'intéressait au plus haut point, et j'ai voulu faire une biographie, alors une biographie qui prenait un petit peu le rebours, je dirais, des biographies qu'on a peut-être l'habitude de faire depuis un certain temps, une biographie tableau, vous savez, on prend un personnage et on décrit l'époque. Moi, au contraire, j'ai voulu, et le personnage se prêtait bien, hein, et comme le disait Lys, il incarnait l'époque, me centrer véritablement sur ce personnage. Et puis avec des petites marottes que j'évoquerai tout à l'heure, hein, j'étudie les groupes sociaux, je fais de la prosopographie, donc un travail très approfondi sur les réseaux. Et c'est là où apparaît le duc de Morny. Alors, pour préparer hier soir cette intervention, je me suis reporté à mon index. Et dans cet index, il apparaît que Morny est le 5e personnage qui apparaît le plus. Alors vous avez simplement devant lui Persigny, Rouher, l'impératrice Eugénie, Adolphe Thiers et Napoléon Ier. L'importance donc de Morny. Et Morny, moi je le vois apparaître par rapport à Napoléon III, eh bien on l'indique principalement dans quelques événements. Le coup d'État joue un rôle premier en tant que ministre de l'Intérieur. Cette année 1852 qui est si important bien sûr pour lui, avec la révélation autoproclamée de son lien familial bien évidemment avec Louis-Napoléon Bonaparte, l'affaire des biens d'Orléans, de la nationalisation des biens d'Orléans comme Agnès l'a rappelé, qui sert de prétexte en fait à Louis-Napoléon pour le congédié, mais il avait été très choqué par les révélations antérieures de Morny. Hein. Sa réapparition suite au voyage de Louis-Napoléon Bonaparte pour tester en fait la volonté des Français de passer à l'Empire. On le voit accueillir de nouveau Louis-Napoléon Bonaparte lorsqu'il arrive à la gare. Et puis le passage à l'Empire, le processus du passage à l'Empire, où il joue un rôle très très important. Bien évidemment, dans les années 1850, on va en reparler, l'affairisme. Hein, quand dans cette biographie, l'affairisme est évoqué, le nom de Morny n'est jamais loin. Vous savez qu'il y avait une formule de l'époque qui disait « Morny est dans l'affaire ». Et puis enfin, le rôle très important qu'il joue dans le processus de libéralisation de l'Empire, puisqu'en tant que président du corps législatif, c'est lui qui va œuvrer, et son intérêt personnel était bien sûr derrière. Il mérite, et c'est ce qu'on a voulu montrer aussi dans le volume Morny et Deauville, peut-être le qualificatif d'homme d'État. Il sent que l'Empire pour durer doit évoluer vers une forme de libéralisation, et il va concilier cette libéralisation à partir de 1860 à l'empereur Napoléon III. C'est lui qui va lui présenter le républicain Émile Olivier, et puis il va jouer un rôle dans le décret du 24 novembre 1860, et voyant que ce décret ne fonctionne pas très bien, il va prôner, mais il n'aura pas le bonheur, le malheur de le voir, il meurt en 1865, le changement entre le droit d'adresse et le droit d'interpellation, donc une prérogative supplémentaire du Parlement. Alors comme je vous le disais, on va revenir sur ce thème. Malheureusement, ma biographie Napoléon III n'est pas, contrairement à celle d'Agnès, une biographie numérique. Mais je prépare pour 2017, chez Perrin cette fois-ci, une biographie de Thiers, et je prends plein de notes aujourd'hui, parce que je vais essayer, là pour le coup, de faire comme Agnès, une biographie numérique de Thiers, une vie numérique d'Adolphe Thiers. Voilà. C'est un nom encore pas trop répandu, ça. Alors, excusez-moi, j'ai des problèmes d'adaptation avec ça. Donc, je voulais revenir, pour finir, sur la vie de Morny. Alors, donc, le 2 décembre 1852, l'Empire est proclamé. De 1852 à 1857, Morny s'implique dans de nombreuses affaires ferroviaires, dont le Grand Central, puisque le début des Pupilles d'eau, il y a une logique. En novembre 1854, l'empereur le choisit
choisi comme président du corps législatif et le reconduira au perchoir jusqu'à la fin de sa vie. En 1856, toujours passionné par les courses, il fonde l'hippodrome de Longchamp. De juin à décembre 1856, il mène une ambassade extraordinaire en Russie à l'occasion du couronnement du nouveau tsar Alexandre II. Il en profite pour faire des affaires, notamment ferroviaires, avec les chemins de fer russes. Il y trouve aussi une épouse. Il faut dire qu'il était venu y chercher aussi une épouse. Il a décidé de trouver une femme en Russie. Sauf qu'il avait l'idée de dire à Fanny le 11, qui officiellement était toujours sa maîtresse en titre. Enfin, ça va longtemps titre, c'est pas mal de mais qui avait repris un simple emploi. Donc il avait oublié de dire que il aimerait mettre un terme à leur liaison. Et bien, il va ensuite faire recours, parce que furieuse, celle-ci crée un scandale public qui va nécessiter l'arbitrage de Napoléon III en sa faveur, car elle déclare des papiers compromettants sur l'organisation du coup d'État qu'elle a en partie financé en 1851. Mais ça n'empêchera pas que Morny gardera un certain ressentiment contre son frère, s'ajoutant en fait qu'il est toujours le fils illégitime d'entendre, toujours le fils illégitime sans mère reconnu, enfin son mère légitimement déclarée. De Sophie Trubetskoy, donc de sa femme, sa princesse russe, il aura 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. En 1857, toujours, aux élections législatives, plusieurs républicains sont élus. 5 d'entre eux acceptent de prêter serment pour pouvoir siéger, dont Jules Favre dont Jules Favre et Émile Olivier. En 1859, ils fondent Deauville et ils contribuent aussi à fonder la Société Générale de Crédit Industriel et Commercial, qui connaît sous le nom de CIC toujours aujourd'hui. S'apercevant du mécontentement qui grandit autour du souverain, vous remarquerez qu'il est spécialiste un baromètre de l'opinion publique. Morny prononce le 2 mars 1860 un discours favorable à la libéralisation du régime. Il fait partie de ceux qui représentent un empereur que pour n'être plus accusé d'abuser du pouvoir personnel et n'être plus chargé tout seul de la responsabilité morale de ses actes, il lui faut faire semblant d'associer les assemblées délibérantes à sa politique. Le 24 novembre 1860, Napoléon III signe un décret en vertu duquel le Sénat et le corps législatif auront désormais chaque année le droit de répondre au discours du trône par une adresse librement discutée et d'exprimer leurs sentiments sur la politique de l'empereur. Les ministres sans portefeuille défendront cette politique devant les élections, dont les débats, jusqu'alors ignorés du public, seront dorénavant reproduits in extenso dans le ministère. Ce qui implique qu'il faut des secrétaires, des sténos, des photographes de luxe. Et c'est comme ça que la force d'Audet est rentrée dans l'entourage de Morny, puisqu'il en a profité pour recruter des gens qui savaient écrire, et il était d'autant plus intéressé à son recrutement qu'à partir de 1860, il dépose à la Société des auteurs des compositeurs dramatiques. Je ne sais pas si elle s'appelait comme ça exactement à l'époque, mais c'est la même en tout cas. Il dépose le pseudonyme de Monsieur de Saint-Rémy comme compositeur de musique, pour composer, soi-disant, la musique et aussi des dialogues de pièces en un acte qu'il fait souvent présenter au corps législatif. C'est pratique, il y avait un théâtre au corps législatif, comme il en est président, c'est commode. Mais les musiques sont plutôt écrites dans cette date, en fait. Voilà, en tout cas, mais j'irai dans le Monsieur de Saint-Rémy. Alors, affaire moins drôle, en 1861, le rôle trouble de Morny dans la créance du Suisse Jecker vers le gouvernement mexicain est à l'origine de l'expédition mexicaine qui commence en janvier 1862 et qui tournera, bien après la mort de Morny, un désastre complet. En tout cas, dès le mois de juin, au corps législatif, le républicain Jules Favre se déchaîne contre cette expédition, dont il appellera clairement déjà que les Mexicains ne veulent pas. Il s'élève violemment contre la créance Jecker. S'il ne veut pas explicitement citer Morny, quand même c'est un régime là, mais quand même c'est un régime autoritaire, Morny se sent fortement visé. Conséquence immédiate, il opère un rapprochement très net avec Émile Olivier qu'il avait déjà approché en 1959 lors de problèmes de scandale ferroviaire. Et Olivier, puisqu'il s'en rapproche parce qu'il sait que c'est lui le plus tendre,
effectivement, il va aussi réussir à le prendre dans ses filets, ce que Nudoïde verra très cher après la chute de Morny. En juillet 1862, Morny est fait buter par Napoléon III. Flahault l'autorise à intégrer les armes de sa famille à ses nouvelles armes ducales, mais Napoléon III refuse toujours la légitimation de Morny du côté matériel. Morny, dont la santé se dégrade progressivement, en est de plus en plus affecté. S'il reste un pilier de l'empire libéral à l'intérieur du pays, il commence à mener sa propre politique extérieure en électron libre et pas à bon escient. Par exemple, il essaie en 1863 de contrecarrer les projets de Ferdinand de Lesseps sur le canal de Suez contre l'avis de Napoléon III. Le 25 mai 1864, la loi sur les coalitions, dont Émile Ollivier, le rapporteur sur proposition de Morny, déclare la grève licite. Donc la grève n'est plus un délit, ce qui est une grande loi. Et c'est surtout pour Morny le dernier grand volet de son action libérale, puisque le 10 mars 1876, il meurt, épuisé par la maladie et les excès, notamment, d'une pancréatite. Voilà pour la vie résumée de Morny. Je vais m'attacher maintenant à rappeler, à faire un court bilan sur les biographies antérieures. Donc, comme je le disais, en évoquant les biographies au sens strict. Alors, de 1887 à 1925, 6 biographies, dont une italienne, sont rédigées sur Morny. En l'absence de l'accès aux archives, sauf pour un Frédéric Lollier en 1909, mais j'y reviendrai plus tard, les auteurs se focalisent sur le mystère de la naissance de Morny, sur la fête à mariage, les femmes, les soirées, les costumes, etc. Aucun de ces auteurs n'est historien, puisque comme il n'y a pas d'accès aux archives, les historiens ne veulent pas s'y faire. En 1924, le comte de Keoly publie à Londres la correspondance inédite de Louis-Napoléon, Morny et Flahault entre 1848 et 1852, traduite en anglais. Parce que je pense qu'elle n'était pas trop en anglais. La traduction française paraîtra en 1928. En 1925, parallèlement, le petit-fils de Morny rend public la partie de ses mémoires qui évoque le 2 décembre 1851. Donc, avec la publication de ces documents sur le coup d'État, c'est un sujet qui va devenir important dans les biographies suivantes. Donc, les 4 biographies qui sont publiées de 1931 à 1958, dont une biographie américaine. Et donc, le rôle de Morny, grâce aux archives, est reprécisé et réévalué, et du même coup aussi les interrogations sur la nature et le degré d'influence qu'il a pu exercer sur son demi-frère, sujet qui devient récurrent dans la biographie de Morny. Mais la fête à mariage, bien sûr, reste et restera maintenant, jusqu'à présent, un aspect très développé. L'accès à de véritables fonds d'archives, qui intervient à partir des années 50, incite enfin les historiens à écrire des biographies de Morny. Ces fonds sont essentiellement des archives provenant des héritiers matériels de Morny, qui déversent progressivement aux archives nationales entre 1956 et 2005, et les papiers familiaux des héritiers anglais de Flahault, ouverts aux chercheurs à partir de la fin des années 1960, et déposés aux archives nationales en 1994. Résultat, depuis 1966, et la biographie universitaire pionnière de l'allemande Gerda Grote, on compte 10 biographies, je ne compte pas la même, dont une américaine. Comme les travaux en histoire économique menés depuis une cinquantaine d'années éclairent progressivement les multiples implications de Morny et de ses réseaux dans les affaires, ces biographes ont depuis les années 1980 étendu leur investigation à ce pan de sa vie, et l'histoire économique apporte même régulièrement son lot de nouveautés depuis le milieu des années 90. Le colloque de Padouville en a été un. Juste pour la petite histoire, sur tous ces biographes, il y a 2 femmes, sans compter 2 femmes. Donc une Gerda Grote, une allemande, et en 1969 une américaine. Voilà, vous voyez, c'est pas. Alors que les biographies parlent toujours de Morny et des femmes, ça n'a pas beaucoup intéressé les femmes, visiblement. Voilà. Enfin, ça, c'est vraiment une incise. Alors, ces biographies, si on les prend, on les rassemble et on fait un portrait type, donc c'est très schématique. C'est pour les besoins d'exposer, mais ce n'est pas faux. Une biographie type de Morny avec les sources écrites, on pourra en numérer. C'est
des coups de projecteur sur des moments forts, soit de la vie de Morny, évidemment, soit aussi dans l'histoire de France. Alors, les ancêtres Talleyrand, bien sûr, Adélède de Flahault et Charles de Flahault, donc il y a dans certaines d'entre elles de non-développement sur la période antérieure à la naissance de Morny. Sans qu'on sache d'ailleurs forcément les effets que tout cela a pu avoir sur le reste de sa vie. Je parle surtout de ses grands-parents, enfin de Talleyrand et Adélède de Flahault. Ensuite, vraiment le vrai coup de projecteur, c'est le coup d'État. Puis Morny, comme ministre de l'Intérieur, sa vie, donc son emploi du temps, de son lever à son coucher, l'expédition de la paperasserie qu'il déteste, etc. Donc ça, c'est un grand classique. L'ambassade de Russie s'efface, parce que effectivement, c'était une ambassade très fastueuse, il a amené beaucoup de personnes avec lui. Donc ça, c'est un moment important dans la biographie, l'économie aussi, puisqu'il est très savant. Ensuite, c'est plutôt le président du corps législatif sur l'empire libéral, ce qui s'explique parce qu'il a un rôle plus développé, ou à l'époque où c'était l'empire autoritaire, donc c'est une logique aussi. Bien sûr, l'incontournable, Morny et les femmes, sachant qu'il a brûlé sa correspondance avec toutes les dames de la société, enfin, il a pu brûler le jour de sa mort cette correspondance, donc on ne sert à rien, et tout ce qu'on connaît depuis longtemps déjà, c'est sa relation avec les mondaines ou des femmes de petite vertu, où elle passait le nom de temps en temps. Voilà. Un épisode phare aussi, c'est la mort de Morny, et ça, c'est parce que la description est souvent calquée sur le récit de la mort du duc de Morat, du personnage du duc de Morat, inspiré par Morny, dans le Nabab, publié par Alphonse Daudet en 1877. Et à la fin, justement, en général, en quelques pages, en tout cas, généralement pas un chapitre, hein, ce sont quelques pages, l'évocation des personnages et des littéraires que Morny a inspirés. Puisque dès 1834, il a été l'un des modèles du personnage Henri de Marsay dans ce qui deviendra la comédie humaine d'Honoré de Balzac. Et c'est surtout en 1876-77 que les personnages directement inspirés par lui s'accumulent. Donc le duc de Morat dans la Nabab, Monsieur de Marcy, allusion aussi à Henri de Marsay, vous vous rappelez, dans son excellence Eugène Rougon, Monsieur de Marcy qui est président du corps législatif. Et s'ajoute aussi en 1877 le portrait à charge que Victor Hugo a rajouté dans l'histoire d'un crime qui datait de 1852, où Morny, ce sont des phrases qui sont devenues célèbres, poussant la littérature jusqu'au vaudeville et la politique jusqu'à la tragédie, tueur ayant toute la frivolité conciliable avec l'assassinat, pouvant être esquissé par Marivaux à condition d'être ressaisi par Tacite. Et je refais un mouvement de micro. Oui, donc le rôle politique de Morny a beaucoup été évoqué ici par Agnès, et ça me permet de revenir sur des travaux antérieurs que j'avais publiés qui remontent à la période, si j'ose dire, anténumérique, hein, puisque j'avais entrepris ma thèse au début des années 90, et donc là, bien évidemment, très peu de documents à l'époque étaient numérisés, donc une thèse consacrée aux députés du Second Empire, la voici, et dont j'avais tiré, en fait, à la suite, hein, ça s'est apparu en 1999, un dictionnaire en fait, des députés du Second Empire. Morny occupe dans ses travaux une place tout à fait centrale. Il est, je le rappelle, Agnès l'a dit tout à l'heure, député dès la Constitution de janvier 1852, dès la mise en place des nouvelles institutions, et il devient le deuxième président de cette Assemblée, le corps législatif, en 1854, et le reste jusqu'à sa mort, avec cette part très importante dans le processus de libéralisation. Quelqu'un qui contrôlait très bien les députés, parce qu'on a l'image d'un empire autoritaire où vous avez des députés godillots, des députés très fallot, mais il y avait quand même des personnalités très importantes dans ce corps législatif. Je pense par exemple à Montalembert, je pense à partir de 1857-1858, l'arrivée des députés républicains, Jules Favre et Émile Ollivier, ils ne sont que 5, mais ce sont pour 4 d'entre eux tout du moins de très très bons orateurs, il faut les contrôler. Et Morny, en fait, on a plusieurs témoignages qui nous montrent en fait un personnage qui a véritablement une main de fer pour contrôler ses députés, mais en même temps
dans un gant de velours. Donc il arrive à faire passer des décisions un petit peu autoritaires avec le sourire, en recevant à l'hôtel de Lassay, en particulier les députés de l'opposition, et comme ça à contrer un petit peu des attaques qu'il pourrait lui faire. J'ai en tête par exemple, et tout à l'heure Agnès l'a évoqué, la fameuse affaire de la créance Jecker, dont sortira en partie, ça n'est pas bien sûr la seule cause, l'expédition du Mexique, et pour éviter que Jules Favre ne pose des questions un petit peu trop embarrassantes au corps législatif, eh bien, il lui fera les honneurs de l'hôtel de Lassay. Alors il y a une deuxième raison évoquée par Agnès et aussi par Jean-Michel Legnaud tout à l'heure qui explique pourquoi Morny est passé à la postérité. Et j'avais le souvenir d'une discussion avec Philippe Séguin, qui, vous le savez, avait également été président donc, de l'Assemblée nationale à l'hôtel de Lassay, et qui me disait que le spectre de Morny hantait encore les lieux. Et on était presque 150 ans après, c'est vous dire. C'est que Morny était quelqu'un de très très habile. Et le fameux Alphonse Daudet, une plume très talenteuse, il en avait fait un des secrétaires des débats, et par la suite, donc, Daudet fait ce fameux roman Le Nabab, où il va mettre en scène les funérailles du duc de Morny, qui sont des funérailles somptueuses, dignes d'un véritable chef d'État. Oui, il y a cette habileté aussi de Morny, c'est un mécène, c'est quelqu'un qui sait prendre les écrivains dans le sens du poil, et qui, grâce à cela, réussit. Alors, bien évidemment, dans ses travaux, je le disais, Morny est tout à fait central. Imaginez qu'il y a 3600 personnages qui sont évoqués, donc 613 députés. Et là aussi, je me suis livré hier un petit retour sur mon index pour voir la part qui occupe Morny, en plus importante que dans la biographie de Napoléon III. Là, il est troisième. Je ne cite plus dans cet ouvrage que Napoléon III et Émile Olivier. Donc Morny, troisième rang. Alors, les sources que j'ai utilisées à l'époque et la bibliographie n'étaient absolument pas numérisées. Je le rappelle, on était au début des années 90. Et on verra tout à l'heure, par le biais des sources numérisées, qu'à mon avis, il faudra attendre un certain temps, à mon avis, ça n'arrivera jamais, que les sources que j'ai utilisées, certaines d'entre elles, le soient. Pourquoi ? Vous avez les procès-verbaux d'élection. Et je vois dans la salle Bertrand Joly, éminent spécialiste du 19e siècle, et qui était en charge du département justement aux Archives nationales. Il ne me démentira pas. Vous avez une série de cartons sur les élections et les procès-verbaux d'élection absolument faramineuses. Donc ça, pas de numérisation. Les procès-verbaux des séances du corps législatif à la rigueur. Mais imaginez le travail des commissions. Là aussi, des milliers et des milliers de cartons. Donc là, une numérisation impossible. Heureusement d'ailleurs pour les conservateurs et peut-être aussi pour le plaisir des historiens. Je jette une première pierre sur le jardin des numérisateurs. Je suis un petit peu mitigé, on le verra tout à l'heure. Mais archives départementales, la série M, la série politique, là c'est pareil, impossible de tout numériser. À la Bibliothèque nationale de France, les collections de profession de foi électorale, les faire-part, idem à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc vous voyez, beaucoup de sources qui ne sont pas numérisables. Et puis, on y reviendra tout à l'heure aussi lorsque je vous présenterai un petit peu prosopographie et numérisation, les archives privées. Parce que si le prosopographe va en fait faire un certain nombre de biographies, il en fait 100, il en fait 500, il en fait 1000, il va se tourner vers des fonds d'archives privées extrêmement nombreux, et rien, pour vous donner une idée que dans le fonds Morny, j'avais consulté une trentaine de cartons. Donc vous voyez, là c'est pareil. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la numérisation, oui, elle n'est pas possible de l'appliquer absolument partout. Et pour ces travaux sur les députés du Second Empire, je n'avais pas eu accès, sauf véritablement à la marge, en fait, aux travaux et en ligne, aux choses qui avaient été numérisées. Voilà. Alors là, par contre, ça va être beaucoup plus long, parce que je vais enchaîner tout, c'est la partie la plus nouvelle et la plus délicate. Alors, je me réadapte, Alors, enfin, nous arrivons à la partie qui explique le titre de la vie de Morny, que je ne vous ai pas expliqué, puisque c'était, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'occasion de présenter qu'est-ce que la consultation des sources, qui sont essentiellement, pour moi, sur les cas, quelle influence ça peut avoir sur la rédaction, d'abord sur les nouveautés que j'ai pu trouver, et sur la rédaction, excusez-moi, je ne trouve pas encore,
des choix d'objection du livre. Alors, quelques remarques préliminaires. Oui, alors je précise quand même que j'ai lu aussi les biographies faites par les autres, les sources d'archives, mais voilà, c'est le sujet de mérite, c'est ce que j'ai choisi de vous expliquer aujourd'hui. Alors, les remarques préliminaires, c'est que pour écrire la biographie de Luc de Morny, j'ai consulté Gallica au début 2011 à mai 2012. À l'entrée, Morny, dans le champ texte du formulaire de recherche avancée qui est proposé par Gallica, ce qui a donné 2472 résultats, titres de monographie et 2 titres de périodique. J'en ai vu à peu près la moitié des titres des résultats des 2472 résultats, et sachant qu'un périodique peut contenir plusieurs articles relatifs à Morny, vous avez, je ne sais plus le titre, enfin, vous avez un titre de périodique, vous cliquez, vous cherchez dedans Morny et vous pouvez tomber sur un article sur 70, je me souviens, d'ailleurs c'était plus son nom, je l'ai pas utilisé d'ailleurs, qui permettait le Figaro quelque chose, c'est pas Figaro tout court, qui permettait aux journées musicales, quelque chose qui permettait de savoir à toutes les réceptions à laquelle il était allé, ou qu'il avait donné, ou les concerts auxquels. Alors là, il y avait des centaines et centaines de résultats, c'était inexplicable. En tout cas, dans le cadre de cette biographie, ce n'était pas le sujet, Morny et réception musicale. Mais c'est tout à fait faisable. Je vous signale, parce que ça pourrait m'intéresser. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le recours à Gallica était pertinent pour ce personnage, parce que le nom Morny est courant, le bruit lié aux homonymies est faible. Donc, ça veut dire qu'à peu près à 95%, on tombe sur lui ou sur le nombre de sa famille. Là, c'est des ententes, je précise. Quand le nom de Morny est cité pour la période antérieure à 1815, il s'agit d'une famille du même nom qui n'a aucun rapport, donc c'était facile de l'enlever, surtout en faisant après un raffinement des critères de recherche, en disant que l'unification passe à 1811, comme ça, ou 1837, même plus tard, ça permettait déjà de limiter. Donc ça, c'est une remarque linéaire. Alors en fait, dans les, je vais vous, la présentation va s'articuler entre d'un côté des nouveautés et un peu et de l'autre l'influence sur le choix de rédaction. Alors pour les nouveautés, c'est-à-dire des choses que moi je n'ai pas lues dans les biographies que j'ai pu consulter. Ça ne veut pas dire que j'ai lu toutes les biographies, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même très récent de lire toutes les biographies, puis certaines, et je pense que les rapports entre les biographies ne sont pas faciles. C'est peut-être un sujet que vous avez rencontré aussi. Alors, c'est là où je trouvais les plus passionnants pour moi, en tout cas, c'était la préparation à la vie politique, entre 1838 et 1841. Car souvent l'élection de Morny aux élections de 1842 est traitée sur le mode il fait quelques plaisanteries, les bons comptes font les bons amis, on voit régaler les électeurs influents avec des dîners fins, et hop, il est élu, et voilà, c'est très bien, on a déjà beaucoup d'influence, c'est très bien. Sauf que les informations dont vous avez retrouvées sur Gallica montrent que certains biographes ont déjà vu, et ce que je vois constater très régulièrement aussi, c'est que pour un soi-disant dilettante, Morny travaillait beaucoup et n'a pas laissé de place au hasard pour se préparer à une échéance décisive pour son avenir. Je vous rappelle, il était décidé en 1837 de faire une carrière politique, il est élu 5 ans plus tard, et ce n'est pas forcément le fruit du hasard. Alors, 3 sujets. D'abord, trois éléments que j'ai trouvés au hasard dans des livres ou dans des périodiques qu'il était impossible au biographe de Morny d'avoir l'idée de consulter. C'est d'abord l'intégration dans la conférence Mollet, une information que j'ai trouvée dans un article de 1932 sur le centenaire de la conférence Mollet dans la France judiciaire, appelé plus tard journal officiel d'annonce judiciaire et légale. Qu'est-ce que c'est? Morny se fait admettre, je pense que c'est autour de 1838, parce que la date n'est pas précisée, mais je pense que c'est à peu près cette période, dans une sorte d'école préparatoire à la réputation et aux affaires, qui était puissante sous la monarchie de Juillet, qui s'appelait la conférence Mollet, et qui avait été fondée en 1832 par un magistrat, des conseillers d'État et des industriels. La conférence Mollet existe toujours sous le nom de conférence Mollet-Tocqueville. Je le précise.
À son public d'étudiants en droit, d'avocats et de futurs députés, cette conférence à l'époque apprend à traduire les idées dans la réalité et à légiférer. Son local ressemble au Parlement, sa salle de séance est en hémicycle, la topographie politique va de droite à gauche, les séances limitent le modèle parlementaire. Les sujets traités, il s'agit de législation, administration, économie politique et politique générale, sont de même nature que ceux qui sont discutés à la Chambre et correspondent souvent à l'actualité. Le président dirige les discussions et maintient l'ordre. Ce qui veut dire que très jeune, Morny voit aussi ce qu'est le rôle d'un président. Alors, ça n'est bien sûr sur la marche juillet, mais quand même, déjà, il s'imprègne de ce qu'est le rôle d'un président de Chambre. Cette conférence Mollet fonctionne aussi comme un club de se fréquenter les élites, de droit, parlementaires, politiques, hommes d'affaires, et les jeunes gens qui deviendront les dirigeants de demain, politiques, économiques, intellectuels, de la Chambre à l'académie, en passant par exemple les chemins de fer. Donc ça, la source, c'est les permis professionnels, c'est un exemple, mais c'est... Donc à chaque fois, je vais signaler donc, le type de source, mais sans m'attarder, sinon vous dormez au bout de 5 minutes. Deuxième point que moi je ne trouvais nulle part et qui était fort intéressant, c'était la participation de Morny au Conseil général de l'agriculture. Alors, qu'est-ce que c'était ce Conseil général? C'est en fait une réunion de représentants professionnels qui a été provoquée en 1841 par le gouvernement pour prendre leur avis sur l'évolution du secteur et sur la pertinence de la législation agricole. Et Morny, pour mettre en pratique ce qu'il apprenait, s'est fait nommer en juin 1841 membre de ce Conseil général, et que choisit-il comme sujet, comme commission? La commission des chevaux. Il s'est alimenté à cheval depuis l'âge de 4 ans, donc il a toujours été passionné par les chevaux. Pas à 4 ans, il bat un mérite, mais ses premiers essais datent de son jeune âge. Et sur ce Conseil général de l'agriculture, il rédige un rapport relatif à l'utilité des courses sur l'influence de l'élevage de la plus belle conquête de l'homme. Autrement dit, il fait ses armes politiques, il apprend à devenir député, joue le rôle de député sur un sujet qui le passionnait et qui le passionnera toute sa vie, puisque, je le rappelle, il a créé le rôle de Longchamp et celui de Deauville. Alors, ce document, je l'ai trouvé dans une espèce de revue qui s'appelait l'agriculture comme source de richesse pour garantie du repos social. Alors, c'était des recueils de textes publiés entre 1840 et 1860. Ça, c'est vraiment... Et en plus, cet article reproduit intégralement le rapport rédigé par Morny. C'est très intéressant de voir comment il écrit. Et je vois qu'il a déjà bien pris le pli. Donc, il ne s'est pas inventé au moment de la l'éducation, mais encore moins à l'époque où il était président de la Chambre, enfin du corps initiatif. Troisième point pour la préparation à la vie politique, la découverte des mille et une manières qu'avait Morny de cultiver ses réseaux. Outre le Jockey Club et le Cercle de l'Union que j'ai mentionné, on constate, grâce aux sources trouvées dans Belka, qu'il participe à des souscriptions d'ouvrages officiels, de monuments, de statuts, parce qu'à ce stade de sa carrière, ça constitue des indices supplémentaires sur le statut et la place qu'il veut se donner dans certains milieux. C'est l'occasion, ces souscriptions, de faire figurer son nom auprès de gens puissants. Les listes de souscripteurs sont aussi un endroit où il faut se montrer. Alors, c'est pareil, ce sont de sources, personne n'aura trop envie ou l'idée ou le temps d'aller les regarder. Et Belka les amène, je dirais, à son rapport, parce que le nombre de réponses, vous avez bien compris que je ne vais pas trouver ça à la première consultation. J'ai eu la chance de tomber dessus. Alors un exemple que j'ai utilisé, c'était l'histoire du monument élevé à Molière, c'est un monument qui a été commencé en 1838, et le cours de Morny figure pour un montant de 20 francs, aux côtés du roi lui-même, le Philippe, qui a donné 1500 francs, mais Morny était pauvre à l'époque, et d'Orléans, le fils aîné, qui était l'héritier du trône à l'époque, 500 francs. Et parce que Morny était à l'époque en entourage du duc d'Orléans, qui se tuera dans un accident de cheval en juillet 1842, juste au moment où Morny a été élu député. Donc ça, c'est des sources, ce genre de sources oubliées qui peuvent être précieuses, surtout recoupées avec les autres, bien entendu. Je ne m'étendrai pas dans quel lieu
sur la nécessité de couper les sources. Alors, le deuxième éclairage, l'autre éclairage que j'ai pu découvrir, donc ce sont plutôt des focus supplémentaires sur le député de la monarchie de Juillet. Alors, un réseau d'affaires, toutes les ramifications ne sont pas encore découvertes. Je pense qu'il se passera longtemps avant qu'on ait trouvé toutes les affaires dans lesquelles, à la fois spéculatives ou vraiment importantes, puisque Morny a mené deux types d'affaires, celles qui lui apportaient de l'argent frais immédiatement, et celles qui correspondaient à de vrais projets industriels, comme la sucrerie de Bourdon, qui existe toujours, quand même. Donc ça vaut bien en main ses soins tout le temps où il a géré. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si le leitmotiv Morny dans l'affaire a scandé la vie économique du Second Empire, Morny n'a pas attendu cette période pour s'impliquer activement dans toutes les branches qui lui paraissaient prometteuses. Et j'ai donc trouvé dans une revue des assurances où recueille les questions théoriques et pratiques des lois de bon jugement à un règlement en matière d'assurance paru entre 1844 et 1850, la copie en fait de la retranscription des statuts de la bienfaisante compagnie d'assurance à prime contre l'incendie, qui permet de voir qu'il en était l'un des 12 administrateurs, aux côtés de deux députés, de deux collègues, puisque cette société a été fondée en mars 1845, qui est déjà débuté depuis 3 ans. Les deux députés en question étant Garnon et Hippolyte Ganneron, ce dernier était un avocat de formation, un riche commerçant parisien, et avait fondé en 1844, un an avant, le comptoir Ganneron, une banque d'assurance où les capitaux affluaient grâce au crédit dont ce même Ganneron jouissait antérieurement dans le monde commercial. Bon, voilà donc que Morny a très tôt de la suite dans les idées, mais finalement, il est toujours des pistes possibles, il l'a su. Mais cette comptoir Ganneron ne donnera pas grand-chose en fait, puisque Ganneron meurt en mai 1847 et que le comptoir sera remporté par la Révolution de février 1948. En revanche, là je le précise, j'exprime un regret, j'ai beaucoup regretté que la Gazette des tribunaux ne soit pas encore numérisée. Alors la Gazette des tribunaux, ce sont des volumes de cette taille-là, aussi grands que le Moniteur universel, très lourd, très écrit en caractère 8, et en termes de roman 8, ça n'existait pas, mais c'est écrit très petit, il ne faut pas être très vite. Et c'est une mine d'informations absolument prodigieuse, puisque vous avez aussi bien les statuts des sociétés que les procès, les jugements, les procès, de tout le monde. Et je pense qu'au jour où cette source sera numérisée, elle bouleversera l'histoire économique, sociale et sociologique, parce que c'est vraiment pour le moment assez inétournable, et surtout très bon pour les yeux, comme vous l'avez compris. Et puis alors, pour la période de la monarchie de Juillet, là quelque chose qui se rattache plutôt à l'historiographie, c'est Morny, donc face au sort du régime. On découvre en regardant Gallica amène beaucoup de publications, ça sont oubliées aujourd'hui, ne sont pas, exploitées par les historiens. Il y a les grands best-sellers et puis il y a celles qui tombent en oubli. Et en voyant la somme d'ouvrages consacrés à la période 47-48, on découvre l'importance que les contemporains politiques ont accordé au Morny dans les derniers mois de la monarchie de Juillet. J'ai parlé de l'article de la Revue du Monde, qui bien sûr est cité par tous les ouvrages de Morny. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit les articles, les actions positives et négatives qu'il a pu susciter. Alors moi, je ne pouvais pas, dans le cadre d'une biographie de pourcentage, examiner ces réactions, mais ça donne disons que on est dans le bain, on est dans l'atmosphère, et on voit bien qu'au moins cet article-là a suscité des réactions, en tout cas plus que l'entrevue que Morny a eu avec le roi. Alors, ce qui est intéressant dans cette réévaluation, c'est que du coup, on voit une espèce de réévaluation du rôle de Morny à partir du moment où il est élu député officiel. Ce n'est pas le cas entre 42 et 45 où il est candidat indépendant, donc il ne peut pas avoir un grand rôle. Mais à partir du moment où il est député officiel, en 1946, il exploite encore tous ses réseaux. Et là, on voit bien monter l'influence. Donc, les ouvrages de l'époque et des 30 années suivantes parlent-ils de son rôle, et on parle beaucoup plus que l'écho qu'ont perçu les biographes de Morny. Ou, en fait, un peu comment le volume de réponse permet de rééquilibrer l'historiographie.
Point commun, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce qu'on va en parler, il y aurait d'autres éléments tout à l'heure. Les histoires politiques en question sont donc été écrites avant l'instauration définitive de la Troisième République, donc avant 1880. Alors là, je vais aborder un point avec un titre un peu ronflant, je suis désolée, mais je ne suis pas trop mieux pour traduire le joli. C'est dans les textes qui sont arrivés par légion dans les résultats, ce sont les pamphlets républicains de la période du coup d'État à 1880 à peu près aussi, c'est-à-dire enfin, jusqu'à la fin de l'ordre moral en 1879. Alors sur le coup d'État, donc, il y a, pour revenir sur cet événement très très commenté dans la biographie de Morny, les livres qui en parlent sont très beaux, qui font allusion en quelques lignes, sont légion. Alors, il y a trois catégories déjà sur le coup d'État, et il y a ceux qui ne sont pas intéressants du tout. C'est-à-dire les résumés vagues, qui sont répétés des dizaines de fois, parce qu'on trouve un nombre effarant de copier-coller, ça n'existait pas à l'époque, ça n'empêchait pas, des copier-coller mot d'un mot dans quantité d'ouvrages qui n'ont ni le même auteur, ni le même titre, mais on a l'impression qu'on ne fait pas une impression, c'est vraiment ni la même chose, le même texte. Donc ça, on passe. Les inutiles, intéressants mais inutiles pour moi, ce sont les mémoires divers et variés qui ont déjà été utilisés par les biographes à bon escient. Donc, comme ça ne me prenait rien que je savais déjà, je ne me suis pas là. Et puis, il y a ceux qui étaient intéressants, les pamphlets républicains, qu'ils soient livres brochés ou opuscules. Et leur profusion m'a donné l'idée de les citer au fur et à mesure de leur date de publication, quand ils apportaient un éclairage nouveau. On voit bien l'interaction entre ce que disaient ces pamphlets et ce que faisait Morny. Parce que, en fait, quand on écoute tous, on a, comment dire, la remise en ordre chronologique était très éclairante, parce qu'on voit bien qu'il y a une évolution dans ce qui est dit. Et même en plus, enfin, on peut se dire, on peut voir le discours qui change au fur et à mesure que Morny fait des actions qui là vraiment sont développées par la bien comme il se doit. Alors par exemple, le toast de janvier 1852, où vraiment Morny donne le bâton pour se faire battre, puisqu'il fournit aux opposants républicains un excellent argument contre lui, la bâtardise, la parenté avec Napoléon III, et renforçant d'ailleurs aussi au passage le fait de l'illégitimité de Napoléon III lui-même, autre ancienne des pamphlets républicains. Alors, du coup, ayant décidé d'intégrer les pamphlets républicains qui étaient nombreux, j'ai aussi fait la même chose, en plus, parce que alors là, c'est pareil, après, c'est une biographie de 200 pages, c'était pas l'objet non plus, mais la littérature officielle, très très flatteuse, c'est un euphémisme, qui est une autre découverte intéressante, parce que pour le coup, c'est une littérature qui n'est pas du tout lue, parce que c'est vraiment de la danse à rue, dans des termes, je vais vous citer, parce que j'ai le temps, je vais vous citer quelques-uns. Sur la manière donc, de mettre en valeur les personnages officiels. Alors, par exemple, ce n'est pas cité non plus d'ailleurs, j'en ai pris un autre. Monsieur de Morny, un des types les plus brillants peut-être de ce qu'on pourrait appeler un homme d'état d'instinct, d'une loyauté chevaleresque dans ses affections, courtois, serein, calme au milieu des émotions les plus dévorantes d'une crise sociale, et accomplissant en se jouant des prodiges de fatigue, d'activité, d'intrépidité d'esprit et de corps. Bien, je ne ferai pas commenter. Alors, le choix d'intégrer en temps réel, entre guillemets, les productions pamphlétaires et officielles dans la biographie, demandait une attention particulière à la critique des sources, au sens de replacer les textes dans leur contexte de production, avec un minimum de questions fondamentales, qui est le rédacteur, quand, dans toute période a été écrit ce texte, s'agit-il d'un témoin direct, voire d'un acteur du processus d'écrit, une personne contemporaine rapportant les propos d'une autre, une personne ayant vécu une période postérieure. Je parlerai encore, je le répète, de livres complètement tombés dans l'oubli et qui sont réactivés grâce à la numérisation. Parce que je le rappelle, la différence avec le papier, c'est qu'on a accès en une journée à un nombre décuplé, voire centuplé de livres. Et il y a un changement d'échelle. Dans une bibliothèque physique, on choisit les livres susceptibles de contenir le maximum d'informations utiles. Sur les cas, on peut découvrir des titres complètement inconnus et a priori sans aucun rapport perceptible avec le personnage dont on fait la biographie.
En même temps, il y a aussi le risque de perte de temps, parce qu'on peut être tenté de regarder tout n'importe quoi. Donc c'est après, au fur et à mesure qu'on évolue dans la connaissance du sujet, qu'on peut après faire le tri et dire ça, je ne vais pas forcément regarder ou ça ne m'est pas utile. Et puis dernier point, aussi donc par souci de cohérence, l'intégration en temps réel des personnages littéraires inspirés par Morny, à savoir deux sont vivants, Henri de Marsay, ce qui fait que ce personnage figure dans le chapitre 3 qui est intitulé, comme il se doit, Dandy militaire et point de suspension Balsacien. Voilà. Alors là, je fais un saut, parce qu'il n'y a pas grand-chose, peut-être dans ce que je précise, je répète, dans ce que j'ai pu consulter moi en janvier 2011 et mai 2012 sur Gallica, je n'ai rien trouvé de puisse vous exposer sur l'Empire autoritaire qui n'ait été dit, en tout cas qui ne mériterait pas d'être signalé ici. J'en ai trouvé, mais il fallait quand même faire des choix aussi. Alors, pour la signature de l'Empire libéral. Alors, là, j'ai fait un exercice de voltige. Je me m'adresse à un vendredi, j'étais en train de rédiger le chapitre, une partie du chapitre 7, et j'ai arrêté donc à Morny, Monsieur Saint-Rémy, etc. Et tout d'un coup, je me suis demandé, mais pourquoi il a choisi ce nom? Parce que ça faisait, j'ai un an et demi, même 3 ans en fait, j'ai commencé à faire des choses. Il fait toujours, il ne fait pas les choses au hasard, et surtout, il est soit autoréférent, soit référent. Enfin, il y a des références, forcément, puis bon, c'était du tourneur d'esprit de l'époque aussi. Voilà, et je n'ai jamais rien trouvé dans la biographie sur le sujet, ni de Saint-Rémy qui aurait pu inspirer des choses. Alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans le catalogue collectif, c'est pas la Gallica, cette fois c'est le catalogue collectif de la Bibliothèque nationale de France, pour voir ce que donne Saint-Rémy, en me disant, comme c'était un grand amateur du XVIIIe siècle, notamment des de la Régence, c'était peut-être un auteur du XVIIIe siècle, ou un auteur qui a écrit sur l'Empire de la Restauration, en tout cas quelqu'un qui était forcément mort, puisque son nom était libre. C'était une hypothèse. Et puis, donc, je trouve un de Saint-Rémy qui avait publié sous l'Empire de la Restauration des poèmes, des petites pièces en un acte, comme ce que Saint-Rémy a fait, et qui par ailleurs était signalé comme étant le pseudonyme d'un nommé Jean-François Mimot, lequel Jean-François Mimot avait écrit sous son vrai nom le Nouveau Faublas. Alors là, voilà, Faublas, un nom très significatif pour Morny. C'est le nom du héros littéraire du groupe qu'il fréquentait dans sa jeunesse au début des années 30, celui des dandys du café de Paris. Le chevalier de Faublas, de Jean-Baptiste Louvet de Couvray, s'engage un peu, je ne sais pas, je l'ai pas lu, licencieuse parue de 1786 à 1793, connut un très grand succès et outre de multiples rééditions jusqu'en 1880, décidément c'est hasard cette date, de nombreuses imitations. Parmi celles-ci, le Nouveau Faublas de Mimot est la plus fidèle au modèle. Mimot était un écrivain diplomate, il a été consul général de France à Alexandrie de 1827 à sa mort, 1829 à sa mort en 1837, et c'est lui qui négocia avec l'aide de Champollion la cession à la France d'un des obélisques de Luxor. C'était moi, c'est difficile à prononcer. Voilà, alors comme l'hypothèse aboutissait à un résultat plausible, je l'ai intégré dans la rédaction. Voilà. Alors je ne sais pas si d'autres peut-être trouveront l'origine, mais disons que en interrogeant une base de données bibliographiques, comment j'ai pu remonter une piste possible. Alors on entend un sujet beaucoup plus sérieux. À l'occasion des élections législatives de 1863, Morny suscite le tiers parti, c'est-à-dire quelque chose entre le parti officiel et le parti qui est évidemment plus proche côté officiel, mais qui se détache quand même un peu pour justement attirer les républicains de nous, comme l'a dit Olivier. Ce qui ne l'empêche pas de soutenir en sous-main les ténors républicains les plus virulents que sont Jules Ferry, Jules Lefebvre et un débutant nommé Léon Gambetta. Alors la partie du soutien en sous-main, ça je l'ai trouvé, je reboucle sur la conférence Mollet, je l'ai trouvé dans les souvenirs d'un contemporain, souvenir du jeune âge d'un dénommé Léon Dumont, qui signale que les républicains disposaient sous l'Empire d'un espace de liberté extraordinaire et unique à l'époque,
qui était la conférence Mollet, toujours la même, et Morny ayant obtenu que les débats qui s'y déroulaient ne soient pas surveillés par la police. C'était le seul endroit où il y avait des débats politiques, même si c'était où il n'y avait pas de... Enfin, on dit en tout cas, je ne suis pas allée jusqu'à vérifier dans les archives, je n'avais pas le temps, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et c'est là que toutes les jeunes pousses républicaines qui deviendront particulièrement célèbres après 1870 et 1880, ont fait leurs armes. C'était un point très intéressant que je n'ai pas tellement trouvé dans les biographies. Et puis pour le tiers parti, c'était, j'attire attention sur les dictionnaires. J'ai parlé de la Gazette des Tribunaux qui n'est pas un dictionnaire, mais la numérisation des dictionnaires, qu'ils soient très connus comme le Grand Larousse du XIXe siècle ou complètement utilisés aujourd'hui, ces dictionnaires, à partir du moment où ils sont océrisés, c'est-à-dire où il y a une reconnaissance de caractère qui permet une recherche sur le texte, sur le mot du texte, ça c'est une mine formidable, parce que j'ai étudié des tas de gens complètement oubliés, bon, je ne veux pas dire qu'ils méritaient d'être résumés particulièrement, mais dans le cas de l'archive Morny, c'était intéressant de voir le type de réseau, il y a vraiment de tout. Même un peintre qui a son atelier dans les premiers du corps législatif avec la bénédiction de Morny. Et puis, évidemment, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit des noms, et puis j'ai utilisé, c'était très bien de pouvoir croiser avec un dictionnaire fait par un historien contemporain, n'est-ce pas? Sur lequel je ne reviendrai pas, puisqu'il a été décrit précédemment. Donc ça, c'était bien de pouvoir croiser les dictionnaires faits à l'époque, peu de temps avant, enfin, nous entend suffisamment rapprochés pour que les noms de ces illustres inconnus soient encore cités, et le dictionnaire fait par les Canso, où ils sont de nouveau exhumés aussi, mais pas forcément sous la même approche. Voilà. Et puis, pour finir, sur l'influence de ces sources numériques sur la rédaction, bon, j'ai rempli ça les indices de notoriété, le chapitre ne s'appelle pas comme ça, heureusement, enfin, moi je l'ai appelé une postérité mouvementée, qui est un chapitre, donc le dernier chapitre, spécifique, de même taille ou à peu près que les autres, donc consacré, comme je l'ai dit, à la postérité de Morny après 1865, au double sens de progéniture et de perception du personnage en fonction de l'évolution du contexte historique. Et ce choix, il découle directement de mes recherches sur Gallica. Alors pour l'aspect progéniture, il existe sur les éléments biographiques, il existe déjà dans la biographie de Mathilde de Morny qui est publiée dans les années 2000, donc qui était la dernière fille du duc. Et puis pour la perception, là c'est plus à travers les articles, enfin, j'avais que des éléments sur Gallica. En tout cas, pour comment dire, le souci sur la progéniture, c'est que sur les fils, les filles, enfin particulièrement les fils et son fils aîné Charles-Auguste, j'ai eu beaucoup de mal au début, à savoir pour les écrits des années 1880 à 1914, si les articles dans la presse parlaient du grand Morny, entre guillemets, ou de son fils aîné Charles-Auguste, selon les derniers ducs de Morny, voire en 1920. Et au début, j'ai quand même pataugé, j'ai même failli attribuer quelque chose à Morny qui était en fait lié à son fils, parce que beaucoup d'articles utilisaient une présent de narration, enfin le présent. Alors des fois, c'était pas toujours évident de savoir si c'était le présent de narration ou du vrai présent. Sans compter que, alors ça je ne l'ai pas exploité dans le livre, je ne pouvais pas, j'ai été tentée, j'avais préparé quelque chose et que j'ai finalement coupé. Il y avait aussi Morny utilisait alors les personnages littéraires, donner à des personnages littéraires de son vivant, mais là je n'ai pas pu faire trop de commentaires parce que je me suis demandé pourquoi il y avait Xavier de Montépin en 1848 à donner, à faire une espèce de longue nouvelle dont le héros était un dénommé Morny, mais je ne sais pas pourquoi il a donné ce nom, parce que Morny était déjà député. Par contre, il a aussi, dans des romans faits jusqu'aux années 1880 à 1914, des amis fictifs. Donc quand l'action se déroule sous le Second Empire, eh bien, dans le milieu des affaires, eh bien, c'est toujours un bras droit de Morny. Alors c'est incroyable le nombre de bras droits qu'il pouvait avoir.
Mais bon, je n'ai pas pu l'utiliser. Il faut aussi faire des choix lorsqu'on réussit. Alors pour la perception, j'ai donc constaté l'abondance dans la presse des écrits et des allusions bien après sa mort, et ça m'a permis, un peu comme les confrères républicains, de dresser une espèce de phasage des formes de notoriété selon les époques. Et je me suis arrêtée en 1944, en fait c'est même avant, parce que c'est même dans les années 30 que je m'arrête. 1944 parce que c'est la date de décès de la dernière fille de Henri Mathilde, qui distillait des renseignements vrais ou déformés par la mémoire, par la tradition familiale, sur son père, puisqu'elle avait... Flahault n'est mort qu'en 1870, et c'est lui qui était le tuteur des enfants de son fils de 1865 à 1870, donc il leur a beaucoup parlé de leur père, bien sûr. Et certains des premiers biographes de Morny sont allés consulter Mathilde de Morny. Et puis pour l'historiographie détaillée, je renvoie effectivement à l'article, à l'introduction d'Inconso dans Morny et Louisville. Alors le phasage, je vous ai parlé, je ne vais pas tout décrire, donc je ne vais pas faire tout le livre. Donc j'en ai retenu quelques-uns. Les ouvrages officiels, il a existé une rue Morny à Paris de 1865 à 1879, qui était une ex-rue de Lyon, qui existait, qui est aujourd'hui intégrée à la rue de Boissy. Alors là par contre, un petit écueil que j'ai finalement, après j'ai contourné, c'est que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un annuaire pour ces années 1865 à 1879 contiendront les noms des personnes ayant habité cette rue. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, on va avoir un annuaire, donc je vais vite. Je pense que ce monsieur, cette dame habite rue Morny, donc je ne regarde pas. Alors on trouve des choses très anecdotiques, par exemple un monsieur qui avait créé une poire, s'est empressé d'aller proposer à l'empereur de la baptiser Boire Morny quand Morny est mort. Bon, on a aussi, à la mort de la duchesse de Morny en 1996, une pivoine, duchesse de Morny, enfin bon, un côté très palpitant, comme on peut constater. Donc il y a vraiment le spectre est très large. C'est drôle aussi, c'est ça qui maintient l'intérêt. C'est qu'à côté du très sérieux, vous trouvez des pépites complètement différentes. J'ai même trouvé, alors ça c'était un des grands regrets pour l'iconographie, j'avais trouvé un ouvrage qui mentionnait les tatoués du docteur Lacassagne. Alors ce brave docteur Lacassagne était allé faire des parce qu'il pouvait visiter les prisons, et il était allé du côté des Catalans d'Afrique, sur 1000 sujets, il avait décalqué les tatouages qu'ils avaient. Et il y en a un au moins qui avait quand même eu l'idée de se faire tatouer l'île de Morny, mais je ne sais pas si c'était l'ancien ou nouveau. Je pense que c'est l'ancien, parce que comme il a fait l'Algérie, il y aurait une logique. Il y a quand même quelqu'un qui a trouvé le moyen de se faire tatouer la tête de Morny. Donc c'était, voilà, j'aurais bien trouvé, mais je n'ai pas pu retrouver, il faudra pu faire une iconographie originale. Bon, donc, voilà, c'est ça, c'est le piquant de la recherche sur les ondes numériques. Alors, sur moins anecdotique, le bouc émissaire après la chute de l'Empire, comme Napoléon III, évidemment. Donc, encore une fois, la littérature républicaine, qui cette fois s'en donne un cœur joie sur les spéculations et surtout sur les conditions mexicaines, le coup d'État restant une valeur pamphlétaire sûre. Comme j'ai le temps, je pourrais vous citer, donc les choses que je n'ai pas citées dans le livre, vous avez la primeur. Dans le dossier de l'Empire, révélation des papiers secrets trouvés aux Tuileries parus en 1870, alors ces papiers républicains, surtout de cette période-là, après 1970, sont complètement délirants parce qu'ils mettent en scène des dialogues. Donc des dialogues qui en fait incluent des formules qui ont déjà été utilisées par ailleurs, donc ça crée des anachronismes assez savoureux. Et voilà, alors en plus l'auteur dit c'est les années de Tuileries, certains pourront contester, je laisse à la libre appréciation des lecteurs de décider si c'est cohérent ou pas. Alors vous allez voir, je vous les juge. Morny à Napoléon, 30 décembre 1848, soir, post-scriptum. Aux premières lettres du budget qui vous tomberont sous la main, vous seriez fort aimable d'en détacher quelques-unes dans la direction de mon escarcelle, dans la maigreur, c'est peine à voir.
Morny à Napoléon, novembre 1851. Eh bien, qu'attendez-vous pour vous envoyer à la scène? La situation de M. Desnoués sont un coup de balai. Tâchons de tenir le manche. Du reste, il est temps d'en finir, l'argent nous manque. On refuse retraite et ce matin, les huissiers sont venus saisir des valeurs. Agissez vivement Morny. Alors, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que le coup de balai et le manche, c'est une autre phrase de l'avant-coup d'État, du jour de la soirée qui a précédé le coup d'État. Alors, le coup de balai, il s'agit d'être du bon côté du manche, ça c'est vraiment une expression qui a été utilisée pendant très longtemps pour désigner Morny, qui est régulièrement citée dans la biographie. Donc, elle finit à mesure, alors qu'il a prononcé le mot quelque temps avant. Napoléon à Morny, 1er décembre 1851, ce soir, à l'Élysée. Amenez-vous pas, Magnan et les autres. Demain matin, nous passons le Rubicon. Tâchons de ne pas noyer Napoléon. On voit tout à fait les deux hommes s'exprimer ainsi par écrit. Enfin bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu les papiers concernés, je ne sais pas les archives nationales les voir, donc peut-être que c'est écrivait ça, mais j'en doute. Alors, comme le disait Eric Monceau aussi tout à l'heure, j'ai été frappé par le nombre d'articles avant 1914, parce qu'après, il y en a moins, puisque bon, il y a quand même, après 1914, Morny intéresse moins pour la vie politique, il y a quand même un trou. Mais jusqu'en 1914, en tout cas, c'est très net. Tous les présidents de la Chambre, des députés, sont jugés à l'aune de ce que fut Morny, qu'on le prenne comme modèle positif ou comme modèle négatif. Et quand il y a un président de la Chambre, un dandy, comme ce fut le cas pour Paul Deschanel, eh bien c'est signalé aussi. Donc là, on a la mémoire de Morny, la vaisselle de Morny, Jules Grévy mangeait encore en 1979 dans la vaisselle aux arts impériales qui n'avait pas été effacée. Voilà, donc dès qu'on peut, il y a cette référence à Morny qui reste donc très prestigieuse. C'est le premier président si ça s'appelait le corps législatif, mais c'est le premier président un peu libéral, qui a créé un certain nombre ou remis au bout du jour, après un long sommeil, des pratiques, il y a des choses qui existent toujours aujourd'hui dans le cérémonial de l'arrivée du président à la Chambre, par exemple. Donc ça, on voit bien que c'était un sujet récurrent. Et puis pour finir, objet d'histoire à partir de 1907, alors bon, 1907, c'est parce qu'on découvre dans les groupes justement c'est de mémoire, je dis ça, de l'Assemblée nationale, justement des objets de l'époque Morny, la vaisselle, justement celle-là qui n'était plus utilisée depuis que ça avait fini par cesser d'utiliser. Et là, maintenant, donc, le président de la Chambre de l'époque décide que maintenant ça appartient à l'histoire et le donne à la Union des arts décoratifs. Voilà. Donc ça devient un objet d'histoire, et comme je suis une seule avec Paul Charte aujourd'hui, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelque chose que j'ai supprimé dans la biographie, mais je savais bien qu'à un moment donné j'ai arrêté à le placer. Alors en 1909, donc Frédéric Leolier, un bibliographe de Morny, publie son ouvrage qui s'intitule Frères d'Empereur, qui a un gros succès. Cette édition rien qu'en 1909, et en 1928 on en sera à la 15e édition. Il a lui aussi fait partie de ces biographes qui ont consulté Morny, et il a aussi donc, consulté des archives secrètes du ministère de l'Intérieur, qui se trouvent encore à l'époque au dit ministère. Et cela suscite la curiosité indignée, je dirais, de certains archivistes. D'après le bulletin de la Société d'histoire moderne de 1912, je cite, des recherches ont été faites au ministère de l'Intérieur et il en est résulté que les dossiers relatifs au régime de la presse depuis 1848 jusqu'en 1881, encore une fois 1881, dossiers aujourd'hui utiles au point de vue administratif, étaient conservés dans les bureaux de la rue des Soussets. Ces dossiers, grâce à la bienveillante entreprise des bureaux compétents, vont être transportés aux archives nationales où ils seront communicables dans les limites du temps habituel. Alors, je vais conclure sur ces paroles archivistiques en disant que l'un des fils conducteurs des biographies de Morny, on l'a dit, a été de déterminer ce que fut l'étendue réelle de son influence dans les décisions prises par son demi-frère. La lecture sur Internet de sources tombées dans l'oubli depuis au moins un siècle déplace la perspective en faisant ressurgir des épisodes de sa vie politique avant 1849,
elle apprend que son rôle politique réel n'est pas né avec les élections présidentielles de 1848, c'est-à-dire l'avènement du pouvoir de son demi-frère, et que les ouvrages d'histoire politique et d'après 1880 l'ont ainsi soigneusement occulté, réécriture républicaine de l'histoire politique. Et pour la période postérieure à 1848, Gallica a permis d'enrichir la galerie de personnages secondaires sur lesquels Morny fondait son extraordinaire réseau politique et économique. En permettant un data mining, comme disent les spécialistes de sciences humaines, dans les dictionnaires ossérisés, Gallica est une source très intéressante pour dévoiler des points inconnus de réseau. Et comme vous l'avez constaté, les deux autres apports majeurs pour moi ont été de permettre d'insérer en temps réel les écrits littéraires, polémiques ou rongeurs à son époque, enfin de son époque, en ce qui me concernait, et de pouvoir examiner en détail l'évolution de son image au fil du temps sur ses contemporains et la génération qui l'a immédiatement suivi. Et pour un dernier je passe la parole à Annie Conso avant de vous passer la parole à vous. Merci Agnès. Donc je pense qu'Agnès nous a excellemment montré tout l'intérêt de recourir au numérique pour la biographie, effectivement, faire surgir des événements qui ont peut-être échappé aux historiens, et la période de la monarchie de Juillet et du rôle parlementaire de Morny est assez important, effectivement, elle l'a bien montré. L'étude des réseaux aussi, très très importante, et là le numérique joue un très très grand rôle. La notoriété du biographé. Alors, je rajoute un petit élément supplémentaire qui explique aussi pourquoi Morny a laissé cette trace de président du corps législatif. J'avais omis de le dire tout à l'heure, c'est sa longévité au perchoir, puisqu'il y a passé plus de 10 ans, et à ma connaissance, il n'y a guère que Dupin, sous la monarchie de Juillet, au début de la Deuxième République, et pendant la Deuxième République, toute la Deuxième République, en fait, qui a passé un temps plus long. Donc ceci explique aussi cela. Et puis découvrir des choses qui sont apparemment anecdotiques, mais qui sont très très intéressantes, effectivement. Moi, je m'étais toujours posé la question, pourquoi a-t-il choisi ce pseudonyme lorsqu'il commettait des opérettes de Saint-Rémy? Et grâce au numérique, on peut penser que le mystère est enfin élucidé, il y a en tout cas une très forte présomption. Et alors ça me rappelle quelque chose, en fait, moi-même, grâce au numérique, je vous disais que je n'avais pas recouru en fait pour ma biographie de Napoléon III, pu élucider justement quelque chose. Vous avez un personnage qu'on cite toujours qui s'appelle Dambès, qui rapporte ses entretiens avec Napoléon III. Il dit des choses très très intéressantes, mais pendant très longtemps on a cru que Dambès en fait c'était un personnage qui n'avait pas connu Napoléon III, un affabulateur, quelqu'un qui racontait des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et par le numérique, je pense, à aussi forte présomption, je n'en suis pas sûr à 100%, avoir percé le mystère en faisant des recherches de noms voisins. En fait, il s'agirait en fait de d'Alembert, qui est quelqu'un en fait qui a partagé une grande partie de la vie du futur Napoléon III, puisqu'il a participé aux tentatives de coup d'État de Strasbourg et de Boulogne, et on le retrouve encore en 1870. Et c'est grâce au numérique que j'ai réussi à trouver ça. Alors, je voudrais, il nous reste un petit peu de temps, et je vous rassure, on va emménager pour les questions, élargir peut-être un petit peu le propos, parce que vous savez sans doute que biographie, nous avons là une spécialiste de la biographie. Moi, je suis davantage spécialiste de la prosopographie, et je voudrais vous parler un petit peu de la prosopographie, justement, et du numérique. Alors, le public ici est extrêmement éclairé, je pense que tout le monde sait ce qu'est la prosopographie, mais nous sommes filmés, et cette conférence va être mise en ligne, donc je voudrais faire, pour commencer, un petit rappel d'une définition de la prosopographie. Celle qui me semble la meilleure est tirée d'un ouvrage collectif qu'avait dirigé Christophe Charles, le professeur de Paris 1, qui est un éminent spécialiste lui-même de la prosopographie. Donc en 1980, alors je le cite, la visée prosopographique consiste à constituer la biographie collective d'un corps ou d'un groupe de personnes en établissant et en croisant des notices individuelles, en d'autres termes, essayer d'établir une photographie de groupe dans laquelle vous allez avoir bien sûr des statistiques, mais où les personnes qui composent cette photographie de groupe vont nous apparaître également avec leur originalité. Alors il faut bien évidemment que le corps ait une certaine homogénéité, je dirais, il faut qu'il ait une taille raisonnable. Les prosopographes conviennent qu'il doit aller d'une centaine d'individus à quelques milliers. Je donne quelques chiffres ici. J'étais tout à l'heure en étude sur les députés du Second Empire, 613 individus. Jacques-Olivier Boudon, les évêques de l'époque concordataire, de 1802 à 1905,
715 individus. L'étude qu'a menée le Centre de recherche en histoire du XIXe siècle sur les parlementaires de la Troisième République, 5712 individus. Donc là, vous voyez, de quelques centaines à quelques milliers. Alors, nous avons un précédent, en fait, d'études prosopographiques numérisées, si j'ose dire. Hein. Une biographie numérisée et une étude prosopographique numérisée, c'est celle de Xavier Mauduit. Xavier Mauduit a soutenu, voilà 2 ans de cela, une thèse sur la maison du prince-président, Louis-Napoléon Bonaparte, et de l'empereur Napoléon III. Donc c'est la période 1848-49, de 1870. Alors il avait dans cette maison un personnel absolument gigantesque de plusieurs milliers d'individus où figuraient des personnalités extrêmement célèbres. Le duc de Conegliano, un Bassano, un Caulaincourt, donc des très très grandes familles d'empire, très facilement identifiables. Mais il avait aussi de très humbles domestiques dans son corpus. Et il a eu l'idée de recourir au numérique. Et il a pu ainsi percer un certain nombre de mystères. On évoquait tout à l'heure les archives judiciaires et cette fameuse gazette des tribunaux, qui, si elle était numérisée, serait une mine absolument incroyable. Donc, il n'a pas pu y recourir sous forme numérisée. En revanche, il est tombé, en tapant le nom de l'un des domestiques, sur un article de journal qui relatait en fait un meurtre qui concernait cette personnalité. Il n'en avait pas trouvé trace dans ses archives, la série O, hein, la cour impériale, et pour cause, parce que bien évidemment, imaginez le scandale. Hein, souvenez-vous, il y a quelque temps, le scandale d'un garde suisse avec le pape. Eh bien, là, c'était exactement du même ordre, pour vous donner une idée. Donc, il y avait une chape de plomb dessus, et il a réussi par un petit article de journal auquel il n'aurait jamais pensé recourir, par le numérique, à percer le mystère, en fait, de ce scandale et reconstituer de ce fait une esquisse de biographie de ce domestique. Donc vous voyez ici l'intérêt. Alors bien évidemment, la reconstitution des réseaux sociaux par l'océrisation, dont Agnès nous a parlé, l'état civil. À l'époque où nous avons entrepris ces travaux de prosopographie, l'état civil n'était absolument pas numérisé, et aujourd'hui, les archives départementales, les unes après les autres, aussi pour une raison bassement matérielle qui est, vous savez, que les généalogistes encombrent beaucoup les dépôts d'archives départementales au détriment des historiens qui parfois ne trouvent pas de place. Donc numériser ces archives permet de désengorger aussi les salles de lecture. Et bien cette numérisation est une mine aussi pour nous. On a accès en quelques clics à des documents qu'il fallait avant aller chercher dans les différentes archives départementales. C'est très chronophage que cette reconstitution d'état civil lorsque l'on est biographe, mais alors que dire lorsque l'on est prosopographe, et puis surtout toutes les petites choses auxquelles notre imagination, notre inventivité ne penserait pas, et que la numérisation nous fait en fait découvrir. Donc, vous voyez une très très grande richesse. Et je terminerai en disant qu'on est en train de coordonner 2 grandes enquêtes prosopographiques aujourd'hui. Une enquête dans le cadre du Centre de recherche en histoire du XIXe siècle sur les acteurs politiques de l'année 1848, qui fait appel à 90 chercheurs à travers la France. Et nous avons décidé de recourir en grand au numérique, de même que pour une autre enquête qui est lancée avec nos collègues du croissant méditerranéen, les universités d'Aix-Marseille, de Perpignan, de Nice, la Sorbonne et Orléans. Alors pourquoi la Sorbonne et Orléans? Parce que bon, la Sorbonne j'y suis, et Orléans, Jean Garry, qui préside le comité d'histoire parlementaire et politique, y est professeur, et est un éminent spécialiste d'histoire parlementaire, et donc on va recourir justement à ces ressources numériques. À Gallica, on a une réunion de travail il y a 2 mois à ce sujet, et nous avons vu, mais la prosopographie évolue également avec ces ressources numériques. Voilà, donc il nous reste 20 bonnes minutes, donc la parole est à la salle pour vos questions. Alors je vais peut-être commencer par une question, ça donnera peut-être des idées à certains. On évoquait Gallica. Alors Agnès connaît très très bien la base Gallica.
Est-ce qu'elle peut nous dire comment elle a évolué depuis qu'elle a elle-même utilisé pour sa biographie de Morny, et comment elle est encore plus conviviale et facile d'accès lorsqu'on l'utilise aujourd'hui pour faire une biographie ou une prosotographie? Non. Quand on a regardé Yalika, il n'existait pas encore. Donc en fait, quand on a les résultats, on a les pages pour l'ouvrage concerné, les pages qui s'affichaient. On savait que c'était la page 623, etc. Puis on pouvait cliquer sur la page. Mais à l'époque, il n'y avait que les pages et on ne savait pas ce qu'il y avait dessous. Et entre-temps, quelque chose qui j'aurais bien aimé avoir à l'époque, c'est que maintenant il y a la phrase, un morceau de phrase qui est cité, où le nom que l'on cherche est cité, et ça m'aurait par exemple évité d'ouvrir toutes les pages consacrées au coup d'État qui se copient les unes des autres. Voilà. Donc c'est sur des j'ai appris aussi à mieux maîtriser que je le faisais avant, le croisement, l'interrogation par critères complexes, et ça, on apprend à le faire aussi quand on connaît le sujet. Parce qu'au départ, on ne sait pas trop comment croiser non plus les données. Voilà. En revanche, comme je vous disais tout à l'heure en boutade, pour la biographie de Michel Schneider, j'utilise très peu parce que le nom est tellement répandu que j'ai fait récemment un article sur l'image de Schneider et compagnie dans la presse 14-18, et j'ai renoncé à utiliser Schneider, j'ai préféré utiliser le Creusot. J'avais bien moins de réponses et j'ai pu faire quelque chose d'exploitable parce que sinon, elle est là à l'imprimaire, c'est la Schneider, enfin, il y a plein de choses. En plus, il y en a plusieurs à son succédé, etc. C'est vrai qu'il y a quand même des prérequis, parce qu'apparemment, on se voit vite aussi. C'est comme pour le papier, il y a la maîtrise des sources, ça crée d'autres contraintes, mais elles existent tout autant que sur le papier. Donc ça, c'est quand même un écueil à éviter, et il faut faire quelques essais préalables, bien savoir si c'est pertinent de se lancer, d'utiliser. Voilà, moi, dans c'était pertinent. Mais pour les patronymes plus usuels, comme effectivement Schneider par rapport à Morny ou de Morny, les recherches voléennes, le fait d'associer le nom de Schneider à maître de forge, ou à président du corps législatif, enfin bon, des possibilités, des biais également pour avoir les renseignements. Hein. Le fait également qu'aujourd'hui, bien évidemment, en haut débit, tout va aussi beaucoup plus vite. Hein. Ça, c'est un acquis supplémentaire. Bien, alors, cette fois-ci, vous avez la parole de nous. Oui. Ça ne concerne pas le numérique, mais qui concerne plutôt l'ambiance politique de l'époque. J'ai toujours été intrigué par le petit fait suivant. Je m'étais intéressé à Désiré Guizard, député sur la monarchie de Juillet et rapporteur de la première loi sur les monuments historiques, qui perd ses fonctions politiques dès la Seconde République et du Second Empire pour devenir immédiatement professeur au Collège de France et directeur du Tribunal supérieur. Et il édite la correspondance de Cicéron. Et il fait valoir que c'est là un acte d'un héroïsme extraordinaire sur le plan politique que d'éditer Cicéron. Je me suis souvent demandé pourquoi, jusqu'au jour où je finis par comprendre que c'était dû au fait que Cicéron avait dénoncé l'opération Rubicon. Alors, la question est la suivante. Est-ce que vraiment les universitaires de l'époque sont très différents de ceux d'aujourd'hui, à savoir qu'ils manquaient totalement de courage politique? Bien, est-ce que Morny faisait régner la terreur parmi les hautes sphères intellectuelles du pays? Voilà la question. Vous avez une réponse de ça. Alors Morny était extrêmement habile, et non, justement, tout son art était de ne pas faire régner la terreur, et en fait de suggérer qu'on la fit régner à sa place. Donc si vous voulez, voilà, il pouvait émettre des suggestions, et d'autres agissaient à sa place. Vous savez, ça me rappelle quelque chose qui a été très très bien étudié à propos du coup d'État, le rôle respectif de Morny, en fait, et du préfet Maupas. On a organisé une journée d'études il y a peu à ce sujet, et Morny a eu tout un art pour noircir le rôle de Maupas au moment du coup d'État, alors qu'en fait, quand on creuse un petit peu les choses, on se rend compte que le terrible, celui qui a voulu qu'on frappe et qu'on fasse tirer sur la foule, et qui est le principal responsable du massacre, eh bien, c'est pas du tout Maupas, c'est Morny. Hein, donc vous voyez, tout un art chez Morny pour arranger la réalité
dans son sens, en fait. Hein. C'est ça. Les universitaires, certains étaient quand même très courageux à l'époque. Hein. Certains ont démissionné pour ne pas prêter serment au président, au prince-président. On pense par exemple à un Jules Simon, hein, qui était professeur suppléant ici même à la Sorbonne, hein, ou à d'autres. Hein. Donc bon, il y avait un peu de tout, comme aujourd'hui. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre biographie et là vous parlez énormément des affaires financières et quelles sont vos sources, parce que c'est multiple. De même que les procès, vous citez une centaine de procès si j'ai votre mémoire, et vous venez d'expliquer que vous ne penchez pas dessus parce que vous ne pouviez pas utiliser la Gazette. Ce que j'ai oublié de préciser au départ, c'est que mon sujet de recherche, enfin je suis plutôt histoire économique dans les sujets de recherche, donc je pratique depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis venue par le groupe Schneider et compagnie, Mondo, de Jacques Schneider, etc. Donc déjà c'est une littérature que j'avais beaucoup lue dans le cadre de mes travaux sur Jacques Schneider. Que je suis assez familiarisée, sachant que c'est finalement là que j'ai eu, ce sont les sujets qui m'ont donné le plus de fil à retordre, parce que je connaissais trop bien en quelque sorte, et j'avais trop d'informations par rapport à d'autres sujets où j'étais plus nouvelle, et c'était plus facile pour moi d'avoir le recul. Donc c'est une petite remarque. Alors les procès, bon, c'est connu que les biographes, c'est une information qui est la nouvelle que le procès, que lui a tous gagné, parce qu'il avait toujours un homme de paille qui portait chapeau à sa place. Mais donc, bon, et puis il y en a qui sont vraiment très connus, qui ont donné lieu à des débats, des informations dans la presse, même s'il l'a contrôlé dans sous-main, mais il y en avait qui étaient difficilement, qui pouvaient difficilement cacher, notamment les spéculations ferroviaires autour du Grand Central. Donc voilà, ce chiffre, je l'ai trouvé dans des biographies. Je ne les ai pas comptabilisés dans une gazette, je n'ai pas lu, donc il faut l'expliquer. Voilà, ça c'était quelque chose, c'est une information que j'ai utilisée, que j'ai trouvée. Effectivement, c'est assez concordant que ça. Il y en a effectivement beaucoup. J'en ai trouvé de temps en temps, parce qu'on cite, on n'a pas toujours la liste entière de ce, et je pense qu'il y en a même peut-être plus que ce qu'on dit. Parce que je dis, il y a été mêlé à des histoires de tout niveau. Des fois, des choses vraiment, sauf pour des sommes peu importantes, ou bien dès qu'on pouvait, on le mettait en cause. Il y a toujours des gens qui essaient de voir, les plus prêtés fort, hein, tout le temps, mais voilà, j'ai pas. Mais la question sur l'histoire financière, comme je le dis, il y a eu beaucoup de travaux depuis 50 ans, notamment sur la politique de travaux publics sous le Second Empire, sur les investissements ferroviaires. Nicolas Chostov, qui était un des co-organisateurs du colloque de Deauville, est un spécialiste de l'histoire des banquiers parisiens, a publié une protographie des banquiers parisiens sous le Second Empire, qui m'a été utile aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de travaux d'historiens spécialisés sur lesquels j'ai pu me reposer. Je dis, j'avais trop d'informations, surtout que j'avais un substrat important dans oui. Le travail de Nicolas Chostov est dans le flyer de présentation de notre conférence et s'inscrit dans le cadre de la très grande enquête lancée par Dominique Barjot, une enquête de prosopographie plus sur les patrons du Second Empire. Donc je vous y renvoie, c'est quand même une enquête très très riche, un modèle qui n'a pas abouti, on avait identifié 1500 patrons et pour l'instant dans la dizaine de volumes parus, nous devons être à 750 ou 800. Oui, on est loin du compte. Ce travail prosopographique a été commencé, pour vous donner une idée, au milieu des années 80. Donc je ne sais pas si je verrai son aboutissement avant le départ en retraite. Bertrand. Oui, vous savez que ne sont pas seulement des appelés. Comment c'est trouvé des parties musicales, parce que vous voyez, et là c'est plutôt archiviste que je m'adresse, que ce n'était pas une religion d'avenir, le profil m'a montré ce livre, et pas d'ailleurs,
bien peut-être pas le français, mais on voit que la numérisation, non pas de tout ce qui est possible, mais de catégories précises et complexes de documents pourrait être une aide pour les encourager. Par exemple, la lecture, mais c'est peut-être pas le problème actuel, le plus important, mais également de diffuser très largement dans le monde, notamment aux États-Unis, une information qui est actuellement localisée et surtout vraiment en danger, car vous savez comme moi que quelquefois le papier, à partir de 1880, est un support qui est extraordinaire. C'est vrai que pour les fonds choisis et rangés, qui sont difficiles d'accès, même du point de vue, enfin, parce qu'on les connaît, on sait pas que ça existe, hein, c'est vrai que c'est une solution. Mais alors, le positionnement archiviste et rédacteur de biographie, ça pourrait être un autre sujet. C'est assez ambigu, je dois dire. C'est pas. Mais pour les fonds précis, ça c'est une aide considérable. De toute façon, ça fait partie, ça j'en ai pas parlé, c'est pas mon souhait, mais bien entendu, pour moi, qui gère des archives papier et des archives électroniques, mais produites à la source, pas beaucoup d'archives numérisées, c'est pas dans un service qui le pratique beaucoup. C'était intéressant pour moi de renouveler aussi les pratiques. Enfin voilà, c'était un exercice professionnel, même si j'espère que ça ne pas répondre à la pratique parce que c'était pas du tout le but, mais c'était enrichissant professionnellement pour moi aussi d'être des deux côtés en fait. Ça pourrait être un autre sujet du départ. Est-ce que vous avez eu envie de faire ce questionnaire par rapport au corpus que vous avez utilisé? Est-ce que vous avez mesuré son degré de numérisation par rapport à l'usage que vous pourriez faire? Et est-ce que vous avez eu envie de faire des suggestions aux décideurs de la numérisation? Alors, à part le chiffre que je vous ai donné de résultats, ce que je sais aussi, ce que je n'ai pas voulu dire, je vais pouvoir dans le propos, mais c'est vrai que ça soit en question. À l'époque où j'ai consulté Gallica, il y avait une forte prégnance de publication, enfin de numérisation publique, de publication politique, de publication médicale aussi, parce que j'ai trouvé beaucoup d'articles sur la mort de cause de la mort de Morny, ça, j'ai pas écouté ça, voilà. Il y a tout, presque. Donc botanique aussi, avec l'histoire des poires et des pivoines, ça ressort beaucoup aussi. Médical aussi, parce que Morny avait des terres modernes, et il y avait une source d'eau minérale ferrugineuse qui avait servi beaucoup. Donc on a fait traités médicaux sur les eaux ferrugineuses de Morny. Il y en a plein, pas que sur ça, mais qui les citent. Par contre, la publication juridique à l'époque où j'ai regardé n'était pas très nombreuse. Donc effectivement, j'avais prévu initialement de parler de ce que j'ai appelé l'effet de biais dans le monde des recherches. C'est que du coup, mais dans la biographie, j'ai essayé de lisser tout ça, puis bon, il y avait d'autres informations que j'avais trouvées qui étaient amalgamées. Enfin voilà, j'ai lissé tout ça à la rédaction, mais effectivement, on peut avoir une déformation du propos du fait des choix de programmes de numérisation sur Gallica. Alors après, le reste de savoir, honnêtement, c'est une... Excusez-moi, parce que je n'ai pas sur moi le permis, on doit être quelque part là-bas. Donc, c'est quand même un petit livre. Donc dont les charges étaient de faire, reprendre une trame chronologique plutôt, et de faire une synthèse on centrait aussi sur le personnage tout en l'intégrant dans l'époque, même s'il n'a vécu que 54 ans, il n'a pas vécu 100 ans en bon moment, mais bon, il fallait faire. Donc j'avais des contraintes de date de publication qui font que je n'ai pas après fait tout ce que vous dites pour cette biographie-là, et je n'ai pas fait non plus de suggestion Gallica parce que je n'ai pas eu l'idée. Voilà. Mais comme je continue à le regarder régulièrement, même pour le chez comme je dis, ça viendra peut-être. Mais je ne suis pas un utilisateur Gallica qui s'est manifesté, enfin jusqu'à aujourd'hui en tout cas.
Oui, un petit mot de complément. Les choix de numérisation initiaux sur Gallica avaient été faits par Jean-Noël Jeannonnet, une commission, et effectivement, ils avaient mis l'accent sur les choix politiques. Et je me suis toujours demandé pourquoi, choix politique certes, mais pas le moniteur universel que nous, historiens du politique et journal officiel après, de l'Empire français, puis de la République française, utilisons constamment et qui, lui, n'a pas été numérisé. Et on s'abîme les yeux, utiliser les microfilms, bon, voilà. À moins d'avoir la collection complète chez soi, mais j'en ai 80 volumes, mais je n'ai pas la collection complète. Une dernière question. Ce sera court. Est-ce que tu as été tenté ou est-ce qu'il aurait été judicieux de se tourner vers des fonds de sources anglaises, par exemple, ou des fonds français numérisés aux États-Unis, etc. Parce que ça semble très centré sur Gallica. Alors là, donc, là aussi, des contraintes de contrat, si je puis dire. Moi, j'ai signé le contrat avec Golin en novembre 2010, j'ai rendu en juillet 2012. Et en plus, enfin bon, pour des raisons familiales, je n'avais pas une possibilité de très grande mobilité, donc j'ai accès, voilà, je me suis dit, tiens, il y a quelques cas, je creuse le sujet, je n'ai jamais utilisé. Alors, les sources anglaises, je suis quand même, la seule chose que j'ai faite... Anglaise numérique. Voilà, la seule chose que j'ai faite, c'est d'aller voir les bases de données muséales anglo-saxonnes. Parce que comme Morny a été un mécène important, il y avait une galerie de tableaux qui était montrée d'ailleurs à l'hôtel de la Seine, dans une galerie construite spécialement pour ça. Donc là, j'ai plutôt regardé du côté base muséale, puisque les notes de conservation, parce qu'on appelle les notes de conservation de certains musées américains et anglais, sont mises en ligne, contrairement à ce qu'en tout cas était le cas pour la partie française. Donc oui, j'y ai pensé, je continue mes travaux sur Morny, donc là j'avais, je le rappelle, hein, c'était un cahier des charges de synthèse, de 200 pages, avec un cahier des charges assez précis, sans notes de bas de page et sans index, ce qui pour un chartiste est une liberté inouïe, donc c'était un luxe, si vous voulez. Voilà, le directeur de collection récemment m'a dit, fais-toi plaisir. Donc voilà, je me suis fait plaisir, il n'y avait pas de notes de bas de page et d'index, c'était vraiment ça, c'était bien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui faisait partie aussi de ce... C'était un peu l'évolutionnaire, cette biographie-là, pour moi. Voilà. Donc je n'ai pas suivi le chemin classique, mais bien sûr, il n'y a pas de source, donc je regarderai ces sources-là, mais dans le cadre de cette rédaction, je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais j'avais déjà à me débattre avec Gallica, c'était déjà pas mal. Et comme je le disais, on construit maintenant, je sais aller plus vite et mieux m'orienter, mais j'ai quand même, là je vous ai synthétisé ça, même si j'ai fait ça en 3 minutes, j'ai eu quand même quelques mois d'errements, disons, enfin d'errements très fructueux par contre. Voilà. J'ai perdu du temps au début, mais comme toujours, hein, comme j'ai fait il y a 20 ans quand j'ai commencé dans la Schneider, on perd toujours beaucoup de temps au début quand on ne connaît pas. Voilà. Donc les sources numérisées britanniques et anglo-saxonnes, ça sera pour la suite. Très bien, il me reste à remercier nos 2 orateurs pour nous avoir passé 2 heures extrêmement instructives. On a mêlé à la fois le côté enseigneur de Morny et aussi des côtés plus austères, sont ceux de la numérisation des technologies numériques. Merci à eux. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence. Le 1er avril, on évoquera à nouveau le Second Empire, la Seconde République, exactement, les études du Second Empire, avec un haut fonctionnaire très haut en couleur aussi, Eugène Burgot, qui était à la fois un très grand fonctionnaire, un photographe, un escroc, un amateur de femmes. Mais d'ici là, Daniel Alcouf nous fera une conférence sur la couronne de Louis XV. À bientôt.